OK. So, la section qu'on va couvrir, nous autres, si vous avez votre paquet de feuilles, on va commencer à partir sur les piles. OK, alors, page 8. Si vous voulez suivre plutôt dans votre manuel de chimie 12, chimie 12, 504, chapitre 11. 504. 504. 504. Oh, j'adorerais aller à Five Guys. Oh my god. With those french fries. Il n'y a jamais un mauvais temps pour prendre un burger. Let's go. OK, ce sera pas long là. Oh, it's so good. Avec les gros onions. Emily, c'est pas Emily, correct. T'as comme eu une expérience là. Dans ton burger. Oh, I'm creating podcast. Oh my god, I got it. Eric, I always get the little bacon cheeseburgers. I love the bread. The bread is like. Moi j'aime les frites à Five Guys. Oh, c'est comme dunk dans le ciel. OK. Donc, les piles. Alors, on doit commencer, on doit résumer certaines piles. Alors, l'autre jour, à la fin du cours, on avait regardé un petit peu à l'anatomie d'une pile, la cathode, l'anode, la réduction, quelle fait la réduction, quelle fait l'oxydation. Quelle partie de la pile fait la réduction? La cathode. Cathode. Réduction, cathode. Red cat. N'est-ce pas? Et puis l'oxydoréduction est faite par l'anode. Alors, ça c'était un exemple de ce qu'on appelle une pile galvanique. Une pile galvanique, comme vous voyez dans vos feuilles, une pile galvanique, c'est une pile qui crée du voltage ou une différence de potentiel. Okay? Et cette pile galvanique nous fournit de l'énergie sous forme du mouvement d'électrons. Puis dans une pile galvanique, okay, les électrons voyagent à l'extérieur de la pile. Alors le circuit extérieur de la pile va accomplir une tâche. Alors si j'avais une pile régulière, okay, ben, je vais faire une tâche avec une résistance qui se retrouve là. Alors, une pile galvanique, c'est ce qu'on a dans la majorité des appareils électroniques où on met des piles dedans. Okay. Puis, comme vous pouvez voir, une pile galvanique, ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Tu peux juste prendre un citron, un morceau de zinc, puis un morceau de cuivre, puis boum, tu as une pile. Okay. C'est vraiment pas compliqué. Maintenant, ça ne crée pas une très grande quantité de voltage. Et ça ne crée pas une grande quantité de courant, mais c'est une pile galvanique. Puis au début, quand on a commencé à fabriquer des piles, c'était vraiment ça, nos deux électrodes qu'on utilisait, comme cathode et anode, c'était surtout le zinc et le cuivre. Si vous voulez en faire une à la maison, vous pouvez, prenez un citron ou un verre d'eau salée ou du vinaigre. Et puis tu prends un clou galvanisé. Ça fait si jamais vous allez à la quincaillerie, vous allez voir des clous qui sont plutôt argentés, galvanized. Ça, ils ont été recouverts par une couche de zinc. Ça, c'est ton zinc. Tu mets dans ton citron. Puis tu peux juste prendre un fil de cuivre. Alors, juste un fil comme pour brancher dans un mur ou whatever. Puis tu plugues ça dans ton affaire, puis boum, tu as une pile. Oui? Est-ce que tu peux le faire avec un melon d'eau? Ah, melon d'eau, c'est pas super acide. Mais probablement, ça pourrait fonctionner un peu. Tu peux faire avec une patate. Ils vendent des horloges, c'est pretty fun. C'est une horloge avec comme un trou, tu peux mettre une patate puis deux électrodes. So basically, tu prends ta patate, tu
la jam dans l'horloge, puis l'horloge commence à aller. Et puis, j'avais ça quand j'étais jeune, dans notre école. Et puis, la patate a comme commencé à moisir dans l'horloge, puis l'horloge continuait à aller. Ça a duré comme un mois ou un peu plus qu'un mois, puis la patate a commencé à ratatiner, c'était dégueulasse. Il y a de l'énergie dans une patate, les gars. Ça, c'est une pile galvanique. Des fois, on va appeler ça une pile voltaïque, une pile qui crée du voltage. Il y a une différence de potentiel. Puis, si vous tournez à la page 506, on voit l'anatomie. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Anode, cathode, l'électrolyte. On se souvient que l'électrolyte est en principe le liquide qui permet aux protons, pas aux protons, mais aux ions de voyager, qui permet la différence de potentiel de voyage des électrons. Si vous allez à la page 508, au top de la page, on parle de la notation des piles galvaniques. En d'autres mots, comment est-ce qu'une pile galvanique fonctionne? Si on était pour faire la pile galvanique avec les zinc, on va l'écrire un peu comme ça. Oh, puis j'ai oublié. Donc, la pile galvanique, on sous-entend qu'on va avoir les deux côtés de la pile. Le côté où le centre va être divisé en deux lignes. Et puis, ce qui est sur un côté, ça va être l'anode, puis sur le côté de l'électrode. Okay. Et puis, bien sûr, l'ion qui est positif ou qui a une charge va être sur quel état? Est-ce que je peux avoir quelque chose de solide avec une charge? Non. C'est ça qui va être l'état aqueux. Ça va être dissous dans un liquide. Ce qui veut dire les deux atomes qui sont pleins ou complets, ça va être les atomes où ça va être à quel état? Qui sont pleins. Oh. Ceux-là Solides. sont solides. J'aurais pas dû mettre un plus là. Okay. Ceux-là sont en état solide parce qu'ils sont purs. Okay. Et puis ceux-là sont à l'état aqueux parce qu'ils sont des ions qui sont dissous dans l'eau. Un ion dissous dans l'eau peut avoir une charge. Okay. Alors, on continue. Alors, quand on va mesurer le voltage d'une pile, okay, si j'étais pour prendre cette pile ici, puis j'étais pour prendre un voltmètre pour trouver la différence de potentiel. La différence de potentiel, c'est un peu comme quand on a fait en physique, la hauteur de l'énergie potentielle. On a une différence de potentiel. Cette pile ici, quand on la vend, on dit qu'elle a un potentiel de 1,5 volts. Okay? Puis en fait, quand tu la jettes, elle a comme un potentiel de 1,6. Puis quand elle est morte ou quand elle est vraiment plus bonne, elle a un potentiel d'environ 1,2 ou 1,1 volts. Okay? Mais la différence de potentiel, c'est la différence de potentiel entre un côté et l'autre côté. À l'autre mot, c'est comme si l'électron peut tomber la colline de là à là. Okay? Bien sûr, je peux additionner le potentiel en ajoutant des piles en série. Parce que là, si je tombe de 1 là, puis je tombe de 1 là, j'ai une différence de potentiel de 2. Et ainsi de suite. Alors, la différence de potentiel, souvent, on va la faire, on va le résumer avec un E. OK. Qu'on va appeler le potentiel électrique. Faites attention, les volts ne correspondent pas à une unité d'énergie. Ce n'est pas de l'énergie. Okay? C'est un potentiel. Okay? Puis on peut penser à cette analogie un peu comme si j'étais pour faire tomber une balle de ping-pong de 1 mètre puis une boulette de bowling de 1 mètre. Dans les deux cas, ils ont le même potentiel en termes de hauteur. Mais un contient plus d'énergie que l'autre parce qu'ils ont différentes masses. Alors, le potentiel correspond uniquement, par exemple, à la hauteur du ballon, pas nécessairement à la quantité d'énergie. Okay? Juste pour vous donner une autre idée, si j'étais pour prendre cette pile et cette petite pile ici, une pile qu'on met dans un appareil comme une montre ou quelque chose, ces deux piles ont exactement le même potentiel. Celui-là contient une plus grande quantité d'énergie que celui-là. Okay? C'est quoi la définition de potentiel? C'est on pourrait dire la volonté de l'électron d'aller d'un côté à l'autre côté de la pile.
plus qu'il y a de potentiel électrique, plus que tu as de volts. OK? Des volts. OK? Plus tu as de volts, plus les électrons veulent voyager à travers. OK? Maintenant, si tu es un bon conducteur, tu n'as pas besoin de beaucoup de volts, les électrons vont passer. Si tu n'es pas un bon conducteur, les électrons ne vont pas vouloir passer à moins qu'ils ont vraiment besoin. OK? Donne un exemple, l'air. L'air est un très pauvre conducteur. Et si le potentiel de voltage est assez haut, les électrons vont voyager dans l'air, comme un éclair. OK? Ou un choc électrique. Donc, on va appeler ça le potentiel électrique. Des volts, des fois on va appeler même ça la tension. Des fois on va appeler ça la différence de potentiel, et ainsi de suite. Alors, on va parler de ça un peu plus en détail, mais ça c'est comment on évalue la pile en termes de qu'est-ce qu'elle peut faire, c'est en regardant son potentiel électrique. Il existe d'autres types de piles. Les piles galvaniques, en général, sont des piles qu'on appelle... non, on va pas aller là. Les premières piles qu'on avait, c'était pas... je ne veux pas appeler ça une pile mouillée, là, mais c'est une pile à base de liquide. Okay. Alors, si on était pour prendre la pile de votre voiture, une grosse pile de voiture, là-dedans contient un électrode de plomb, puis de zinc, et puis là, il y a de l'acide. Un acide très fort, comme électrolyte. Ça, c'est une pile, on va dire une pile mouillée ou une pile liquide. Cette pile, quand elle produit de l'énergie, un des biproduits de cette pile-là, ça va produire une petite quantité d'hydrogène qui va sortir de la pile à cause de la combustion de l'électrolyte. Ça, pourquoi des piles de voiture, c'est pas une bonne chose à garder dans une maison puis l'utiliser dans une maison. Ça devrait être utilisé dehors dans un char. Okay? Et puis si tu la surcharges, elle peut péter, ça fait la même. So, ça peut être relativement dangereux. Mais c'est une pile qui est bonne pour les voitures parce qu'elle produit des très grandes quantités d'énergie en très peu de temps. Quand tu veux faire tourner un moteur puis partir un moteur, tu as besoin de beaucoup d'énergie en peu de temps. Je pourrais faire 12 volts avec des piles comme ça. J'en ai juste besoin comme 5, puis faire 12 volts. Je ne ferais pas tourner un moteur avec une pile comme ça, pas assez d'énergie. Ces grosses piles mouillées sont pesantes, contiennent un acide, sont dangereux. Tu ne voudrais pas mettre ça dans ton téléphone. Okay? C'est pas une bonne chose. Alors, une autre technologie qu'on a développée, c'est ce qu'on appelle une pile sèche. Ça, c'est une pile sèche. Alors, quand on parle d'une pile sèche, on parle d'une pile où on n'a pas rien de liquide. Tout est dans des pâtes ou dans des états solides. Okay? Puis ça, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus pratique et ça n'a pas tendance à exploser. Ça ne relâche pas de l'oxygène, de l'hydrogène. C'est durable et c'est plus petit et c'est portable. Alors, une pile alcaline comme celle-là, c'est un exemple d'une pile sèche. Si vous étiez pour défaire la pile, vous remarqueriez un électrode qui recouvre toute la pile, qui est un électrode probablement de zinc, et il va y avoir un électrode au centre qui va être probablement un électrode de carbone, qui vous donne une pile sèche. Puis vous pouvez voir un exemple d'une pile alcaline dans votre manuel à la page 513. Mais encore une fois, c'est comme toutes les autres batteries. Tu as deux électrodes, en d'autres mots, tu as deux métaux différents, reliés par un électrolyte, et les électrons voyagent d'un métal à l'autre, et les ions des métaux qui ne sont pas des électrons vont voyager à travers l'électrolyte. Okay? Donc c'est encore la même idée. Bien sûr, ça c'est une pile. Si je mets deux piles ensemble, ça c'est une pile. Si je mets deux piles ensemble, mais elles sont deux fois grosseur, mais who cares? Ça c'est une batterie. Une pile, une batterie. Alors une batterie, c'est simplement plusieurs piles accrochées ensemble. Okay. So that's in pretty common. From like a difficulty, the stomach battery. No, yeah. Maintenant,
Dans l'industrie, puis dans notre monde régulier, même si de façon technique, il y a une différence entre une pile et une batterie, souvent on va utiliser les deux termes de façon interchangeable. Ils vont appeler ça une batterie. Puis de façon, si on était pour démancher ça, ça se pourrait que c'est une batterie par la façon qu'elle est construite. Ça se pourrait qu'il y ait des piles mises ensemble là-dedans. Okay? Je vous donne un exemple. Si vous regardez à l'arrière de la classe, en général, on va appeler ça une pile. But who knows qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ça pourrait être une batterie. Et plusieurs piles mises ensemble. Donc, qui sait? L'autre chose, ces piles ici, une pile alcaline, c'est ce qu'on appelle une pile jetable. Okay, tu l'utilises une fois, then chunk it. Okay? Des piles alcalines, c'est ce qu'on appelle des piles primaires. Okay? Une pile primaire, on peut s'en servir une fois. Comme au primaire. Tu vois, qu'au primaire une fois. Oh. Il existe des piles secondaires. Ça, c'est des piles secondaires. Les piles secondaires, c'est des piles rechargeables. La chimie dans une pile rechargeable est un petit peu différente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on force les électrons dans la direction opposée pour recharger le circuit. Et puis après ça, on peut réutiliser. Mais puisque la chimie est juste un petit peu différente, alors on doit utiliser différents électrodes. L'électrolyte, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu plus compliqué à contrôler. On appelle ça une pile secondaire. C'est ça, pile rechargeable, pile secondaire. So, ça, c'est les choses. La petite pile ici, on appelle ça une pile à bouton. Ça a l'air comme un bouton. On met ça surtout dans des appareils pour les gens qui ont une difficulté d'entendre, pour les gens qui ont des appareils pour la surdité. On peut utiliser ça pour des pacemakers. Il y a toutes sortes de chimie, toutes sortes de piles avec différentes technologies pour permettre ça. Les piles dans vos téléphones seraient quelle sorte de piles? Piles secondaires. Ce sont des piles rechargeables. Okay. Bien sûr, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre, si jamais vous entendez le nom de la pile, vous allez entendre dans le nom, souvent, ça va être de quoi sont faites les électrodes. Okay? Donc, une pile alcaline, dans la majorité des cas, l'alcalinité veut simplement dire que tu as une réaction alcaline, alors tu as un acide ou une pâte, et puis tu vas avoir probablement un zinc et un cuivre, un zinc ou quelque chose d'autre. Si tu regardes une petite pile à boutons ici, ça ici c'est une pile. Ça ne dit pas c'est quoi les électrodes sur celui-là. Mais des fois, ils vont appeler ça, ils vont avoir comme dans l'usage médical, des fois, il y en a un, ça va être fait en zinc et en oxyde de zinc. D'autres, ça va être en mercure et quelque chose d'autre. Différents types de métaux vont créer différents types de potentiels qu'on va voir un peu plus tard dans quelques instants. Si je regarde cette pile rechargeable ici, ça c'est un nickel metal hydride. Alors il prend du nickel puis un hydride. Okay. Dans vos téléphones, c'est du lithium qu'on utilise comme électrode. Les ions de lithium. Puis par exemple, les nouvelles piles qui sont moins bonnes que le lithium, mais les piles de téléphone puis d'ordinateur ont un grand défi avec eux autres, c'est qu'il faut qu'ils restent scellés. Si tu ouvres une pile de ton téléphone, okay, puis elle est exposée à l'air, ces piles ont tendance à exploser. C'est pourquoi ils ont peur que tu mettes ton téléphone, ton ordinateur sur un avion. Parce que du feu dans un avion, c'est comme généralement pas une bonne chose. C'est juste ça que les Samsung faisaient. Puis c'est ça que les Samsung ils faisaient. Alors, qu'est-ce qui arrivait avec les Samsung? C'est Galaxy 8, je pense? Galaxy 7? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont designé le téléphone, ils ont designé le compartiment qui met la pile, ils l'ont designé juste à la grosseur de la pile. Mais quand la pile est utilisée, elle gonfle et elle rapetisse un petit peu, de façon juste un petit peu. Puis quand ils ont designé ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que la pile, elle gonflait,
elle n'avait pas de place à grossir. Alors, en gonflant, il n'y avait pas de place. L'enveloppe qui contient la pile pour pas qu'elle soit exposée à l'air, elle pétait. Ça fait que là, ça venait exposer à l'oxygène. Lithium et oxygène, ça fait du feu. Okay? Et alors, les téléphones avaient tendance à comme, pogner en feu. Okay? Yeah. So, en général, quand tu designes des choses qui utilisent des piles de lithium, tu essaies de faire en sorte que la pile elle a un peu de place à grossir puis rapetisser pour pas qu'elle se brise. En général, on a pas mal maîtrisé cette technologie. Like, ils sont pas mal sécuritaires, mais jouez pas avec des piles de lithium. It's not a good idea. Et puis, si jamais vous ressentez que la batterie va mal ou whatever, ben, appelez la compagnie. C'est pas possible d'avoir un beau chèque. Il y a une autre technologie, il n'y a pas autant d'énergie par centimètre cubique qu'une pile à lithium, mais c'est une autre pile de lithium et de phosphate et de fer. C'est un autre type de pile. On appelle ça un LiFePO4. Okay. Puis ça, c'est une autre technologie de pile qui coûte plus cher qu'une pile de lithium. Un peu moins d'énergie par centimètre cubique, mais c'est une pile que tu peux la couper en deux et puis elle ne va pas réagir avec l'air. C'est très sécuritaire. C'est une bonne pile et elle est très légère. Ça, c'est les piles qu'on va utiliser comme dans les BattleBots. Tu sais, là, quand tu mets une scie sur un robot, puis tu attaques l'autre robot, puis tu essaies de détruire les robots. Tu vas mettre des piles comme ça parce que ces piles-là, elles ne vont pas comme exploser et tuer tout le monde. Ça, c'est vraiment bon. Et puis, who knows, dans quelques années, peut-être on va avoir des nouvelles chimies, des nouveaux composés de piles. On est toujours, bien sûr, à la recherche de piles de meilleure qualité. Il y a beaucoup de promesses dans le monde de la technologie des piles, avec les nanotubes de carbone et toutes sortes de choses comme ça. Mais si on regarde dans les derniers comme 20-30 ans, la capacité d'une pile régulière comme ça a seulement augmenté par comme 20%. Donc, si c'était pour avoir des meilleures piles, tu serais comme un génie et tu pourrais devenir vraiment riche. Okay? So, ça c'est des exemples de type de piles. Donc, le potentiel standard des piles. Comment est-ce qu'on calcule la quantité de volts que cette pile va produire? C'est là où on doit utiliser, dans votre examen prototype, vous avez la feuille avec toutes les formules du potentiel de standard. Okay. Alors, toutes les réactions d'oxydoréduction, okay, ont un potentiel standard. Qui est à la page. Derrière la page. Oh. Alors, toutes les demi-réactions d'oxydoréduction ont une différence de potentiel standard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on sait que si je mélange, par exemple, dans ce cas-ci, du zinc avec du cuivre, je peux calculer le voltage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va trouver la différence de potentiel d'une pile de zinc et de cuivre. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut ressortir nos formules de différence de potentiel. Alors, si je sors celui-là du zinc, Zn, 2 plus 2 électrons vont me donner du Zn solide. Et puis la différence de potentiel pour ça va être... Est-ce que tu veux dire 2 plus? Oui, non, oui, absolument. Moins 0,76. Okay. Et puis, si je prends celle du cuivre, c'est 2 plus 2 électrons donne... Où es-tu? 0,34. Mais c'est plus 0,34. Ça, c'est des volts. OK? Alors, encore une fois, ce qu'il faut réaliser, c'est que toutes ces demi-réactions dans votre liste sont toutes des réductions. Bien sûr, dans une pile, ou dans n'importe quelle réaction d'oxydoréduction, on doit avoir une réduction et une oxydation. Donc, dans ce cas ici, okay, le zinc devient du Zn2+.
Alors, ça veut dire que cette réaction ici, elle est à l'envers. Parce que je veux que du zinc devienne du Zn2+. Okay? Puis là, les électrons vont aller dans le cuivre, puis ça va devenir du cuivre. Ça, c'est à la fin. Okay? Donc, si on veut prendre une réduction puis la transformer en une oxydation, tu fais un échange. Les réactifs deviennent produits, le produit devient réactif. Et qu'est-ce qui arrive au signe? Le signe échange. Okay? Alors, je vais changer le signe. Parce que le signe indique la direction du potentiel. Et je vais faire mon échange. Zn qui va donner les électrons plus Zn+. Maintenant, la prochaine chose qu'il faut faire, il faut s'assurer qu'on a notre formule qui est balancée selon les électrons. Okay? Alors, si on regarde ici, okay, faut que j'ai 2 électrons sur chacun des côtés. Sinon, j'ai des électrons où est-ce qu'ils vont aller. Parce qu'oublions pas, ces 2 électrons sont exactement le même électron. C'est pas? Ça, c'est l'électron au début de la réaction, ça, c'est les 2 électrons à la fin. Donc, si je produis 4 ici, je ne peux pas juste avoir 2 là. Qu'est-ce que je ferais si j'avais comme, disons, là, ça n'arriverait pas là. Qu'est-ce que j'arriverais si je ferais ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ça, je multiplie tout par 2 pour que j'ai la même quantité d'électrons. On va peut-être en faire une question comme ça après. Donc, on va additionner tout ça. Bien sûr, je veux que tout ce qui soit sur un côté de la flèche soit sur un côté, l'autre côté de la flèche sur l'autre côté. Ça fait que je vais avoir du zinc plus du cuivre 2+, plus 2 électrons, fudge. Yeah, en tout cas, on ne va pas le faire demain. Ça serait stupide. On va juste le laisser faire. Assurez-vous de nos 2 électrons. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le potentiel ici? Ça, c'est très important. Alors, c'est là que je vous donne 2 formules qui vont vous permettre de faire ça. Les 2 formules, si vous les voulez, il y a 2 méthodes. La formule, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez. Bien sûr, si on veut trouver la différence potentielle d'une pile, vous allez faire la différence de potentiel de la cathode moins la différence de potentiel de l'anode. Ça, c'est une façon de la faire. Puis l'autre méthode, l'autre formule que vous pouvez utiliser, c'est la différence de potentiel d'une pile. C'est la différence de potentiel de la réduction plus la différence de potentiel de l'oxydation. Okay? Alors, si on était pour regarder, on pourrait prendre celui-là. Maintenant, si on regarde ces 2-là, quelle est la réduction, quelle est l'oxydation? Le cuivre est réduit. Cuivre est réduit parce que je commence avec plus 2 puis je descends à 0. Réduction. Donc ça, c'est ma réduction. Ça, c'est mon oxydation. Okay? Alors, si je fais ça, je vais égaler. Différence de potentiel de la réduction. Donc, je vais avoir 0,34 volts. Plus différence potentielle de mon oxydation, 0,76 volts. Juste. Hein? 1.1? Voilà. Ça va être la différence de potentiel de ma pile. Si on fait l'autre formule. Monsieur, Oui. lorsqu'on fait comme on utilise les valeurs à l'autre bord du tableau, est-ce que c'est juste un qui change ou les 2 changent de signe? Comme parce que c'était plus ou je me souviens pas. Il y en a un qui était comme négatif. Celui-là. C'est le premier. Alors, je l'ai changé à une oxydation. Et what about l'autre? C'était une réduction déjà. Oh! Right? Dans le tableau sont toutes les réductions. Okay? Donc, quand c'est comme l'inverse, faut aussi inverser le signe. Oui. Oui. Maintenant, dans l'autre cas, on va utiliser qu'est-ce qui se passe à la cathode et qu'est-ce qui se passe à l'anode. Ici, par contre, on sous-entend que toutes les formules ici,
c'est des formules de réduction. OK? Ça fait que je vais utiliser ici. OK? C'est toutes des réductions dans ces formules-là. Alors, dans le premier cas, quelle est la cathode? Dans ce cas-là, c'est le cuivre. OK? Alors, le cuivre, on va mettre 0,34 volts. OK? C'est déjà une réduction, puis je sais que c'est le cuivre qui est la réduction. Maintenant, la cathode est où ce qui se passe l'oxydation. Mais, n'oublie pas que l'anode, c'est ce qui passe l'oxydation à l'anode. Maintenant, on veut que la différence de potentiel soit sous forme de réduction dans ce cas-là. OK? Alors, on va prendre la formule qui était directement dans le tableau original, qui était moins 0,76. OK? Alors, si tu veux juste prendre les numéros directs de ton tableau, utilise cette formule-là. Mais fais attention parce qu'il faut que tu identifies quelle est l'anode, quelle est la cathode. Tandis que dans l'autre côté, tu peux juste flipper un puis tu fais juste les additionner. Alors, c'est votre choix. Vous pouvez choisir une technique ou l'autre. Okay? Les deux fonctionnent. Alors, bien sûr, comme vous allez voir, si j'ai un moins là puis un moins là, ça devient un plus. Donc, 1,1 volt. Donc, ça vous donne la même chose. Oh, c'est des miroirs chauds. Yeah, le miroir, yay! Yeah. Donc, si on était pour prendre... je vais essayer de trouver un exemple où on a des... oh, ben, on va choisir deux ici. On va choisir... qu'est-ce qui arriverait si on était pour prendre... on va choisir deux demi-réactions. On va voir quelle sorte de pile qu'on pourrait créer. OK, on va prendre du chrome. Oui? C'est quoi le 1,5 ou 2? Ben, c'est parce que c'est plus facile d'écrire ça. Une demi de O2, c'est un oxygène. C'est lequel, là? T'es à la 6e, là? 5e? Yeah. Si tu veux pas la demi, tu multiplies tous les numéros par 2. Ça va oxygène, 4H+, 4 électrons, 2 H2O. On a juste mis une demi pour pas avoir une bunch de coefficients partout. C'est un dirty trick en chimie. Puis je vous montre pas comment faire ça parce que c'est une mauvaise habitude. Yeah. Avoir un demi-atome, pushover trick, man, c'est pas cool. OK, on va prendre le chrome. Différence de potentiel pour ça, c'est moins 0,74 volts. Et puis on va prendre un autre, on va prendre l'argent. L'argent plus un électron. On va donner du AG solide. OK. Et puis ça nous donne une différence de potentiel de plus 0,8. OK. Si on était pour prendre ces deux piles-là, OK, différence de potentiel, si on était pour regarder à la droite des réactivités des métaux, ce qu'on remarquerait, c'est que celui-ci est celui-là qui veut subir l'oxydation. En principe, si tu regardes les deux, celui-là qui a un chiffre négatif, c'est celui-là qui veut se faire oxyder. Okay? Comme le zinc, n'est-ce pas? Le zinc avait un chiffre négatif, donc celui-là qui veut devenir de l'oxydation. Okay? Donc, ça va être celui-là qui va subir l'oxydation, qui va être la cathode, celui-là qui va être l'anode. Okay?
Donc, si on veut calculer cette pile, qu'est-ce qui va arriver? OK. Il y a un petit problème ici. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire le flip, parce qu'on sait que ça va devenir l'oxydation. Alors, on va l'échanger. On va avoir chrome qui va donner 3 les électrons plus Cr3+. Okay. Alors, ça veut dire qu'on a changé le signe. Ça, c'est l'oxydation. Ça, c'est la réduction. Okay. Maintenant, il faut qu'on balance les électrons. Cette formule-là me donne 3 électrons, mais celui-là, il accepte juste un à la fois. Donc, si on veut égaliser les électrons, je dois tout multiplier ici par 3. Donc, si j'ai 3 argents, vont accepter 3 électrons et ça va faire 3 argents solides. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui va arriver au voltage? Triplé. Donc, 2,4 volts. On les met en deux ensemble. OK. On va utiliser moi j'aime réduction oxydation. Ah non. Ouais, réduction oxydation. OK. Réduction, c'est celui-là. 2,40 plus l'oxydation en deuxième, qui va donner une différence de potentiel de 2,11. 3 points. J'ai oublié de bouger moi. Marche? C'est pi. Oh my God, on a trouvé pi. On a réussi, OK? Alors, en principe, c'est ça l'idée derrière les piles. Maintenant, je vous laisse écouter les vidéos, ça va avoir un plus grand détail, OK? Puis, écris plus vite. Écoute la vidéo. OK. Il reste quelques minutes. On finit avec ça. Il existe un autre type de pile qu'on appelle une pile électrolytique. Une pile électrolytique, c'est intéressant, hein? C'est l'opposé d'une pile. Ça aussi, c'est dans la vidéo. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on fait dans une pile? C'est qu'on prend une réaction chimique et on utilise la circulation des électrons pour faire une tâche. Dans une pile électrolytique, on met des électrons dedans, ça nous crée une réaction chimique. Donc, c'est l'opposé d'une pile régulière. Le plus commun d'une pile électrolytique, ça va être... Puis électro, ça veut dire électricité. Quand tu fais la lise, qu'est-ce qu'on fait dans une lise? Liser quelque chose, ça veut simplement dire qu'on coupe quelque chose en deux. Si on fait l'électrolyse de l'eau, je prends l'électricité à travers de l'eau, puis ça va séparer l'eau en deux molécules, oxygène, hydrogène. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'une pile électrolytique? Si je prends 2 tiges de carbone, par exemple, puis je force les électrons dedans, à travers toutes ces deux choses, okay, avec une pile. Okay. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux forcer l'électrolyse de l'eau, puis je peux créer de l'hydrogène puis de l'oxygène. Okay. Ça, c'est très utile pour faire toutes sortes de procédés chimiques. Entre autres, un exemple de ça, d'une pile électrolytique, c'est si jamais vous avez des belles jantes de voiture, des rims, là, puis tu veux qu'ils soient comme, je sais pas, bleu pétant ou quelque chose. Bien, une procédure que tu veux peut-être faire, c'est ce qu'on appelle powder coating. Okay? Alors, powder coating, l'idée, c'est que tu vas prendre ta jante ou ton morceau de métal, puis tu vas y mettre une charge électrique. Puis en mettant une charge électrique, ça va devenir chargé électriquement. Puis quand tu vas le peinturer avec la poudre va aller s'accoter contre
contre le fer ou le métal. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que puisque l'électrométal a une charge, tu vas forcer les électrons de la poudre à rentrer dans le métal, et cette poudre va se fusionner avec le métal. Puis ça va créer une finition beaucoup mieux que la peinture, parce que cette poudre va devenir partie du métal. Alors ça va devenir une métal coloré. Okay? So, powder coating, c'est vraiment cool comme procédure. Alors on fait ça en appliquant une charge. On peut faire ça pour créer de l'oxygène, de l'hydrogène avec de l'eau, et ainsi de suite. Alors, l'important avec une pile, puis il y a toutes sortes d'autres procédés chimiques qui nous permettent de faire ça. L'important par rapport à ça, par contre, c'est de à la page 528 ou à la page, how about la page, la page 20 de vos notes, ça va avoir le même tableau. C'est de savoir la différence entre les deux types de piles, une pile galvanique et une pile électrolytique. C'est le même type de chimie, on a encore des demi-réactions qui se passent. Le seul différence, c'est encore un anode et une cathode, un endroit où il y a une réduction, un endroit où il y a une oxydation. La seule différence, c'est la direction que les électrons voyagent. Parce que dans un cas, on force les électrons à aller dans la direction opposée qu'ils veulent aller naturellement. Autrement, ils sont exactement pareils. Alors, si on regarde à la page 528 ou à la page 20 de vos feuilles, c'est le même type, c'est le même tableau. On a un beau tableau qui compare les deux types de piles. Ça, c'est un bon tableau à mémoriser ou à comprendre pour le test. Dans une pile galvanique, okay, comme une pile comme ça, la réaction est spontanée. Aussitôt que le fil est connecté, la réaction commence tout de suite. Tandis que dans une pile électrolytique, il faut que tu forces l'électron de passer à travers, ce n'est pas spontané. Okay? La réaction ne veut pas se passer. Parce qu'en d'autres mots, c'est un peu comme quand tu échappes un ballon. Le ballon ne va pas spontanément monter la côte. Il faut que tu donnes de l'énergie pour que ça monte. Même chose. Dans une pile galvanique, on convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Dans une pile électrolytique, on convertit l'énergie électrique en énergie chimique. Basically, c'est la réaction opposée. Maintenant, c'est ici qu'il faut faire attention. Dans une pile galvanique, l'anode va être négatif et la cathode va être positif. Tandis que dans une pile électrolytique, l'anode va être positif et la cathode va être négatif. Alors, l'anode et la cathode s'échangent de place. OK? Maintenant, l'oxydation, bien sûr, si on force la réaction d'aller à l'envers, l'oxydation devient une réduction, puis la réduction devient une oxydation. Parce que tu forces les électrons à aller dans la direction opposée. OK? Alors, la réaction de la pile aussi va être opposée. Ça marche-tu, ça? Plus ou moins? Okay. Et c'est ça. Ça conclut notre unité. Je vous suggère fortement, d'ici la semaine prochaine, guys, lisez les chapitres, lisez les explications. Ça va vous aider à mieux comprendre les piles. Regardez les 3 vidéos que j'ai faites. Et au pire, là, si vous êtes les plus larges au monde, puis vous ne voulez pas lire le livre, puis le livre est vraiment bien écrit, lisez au moins le paquet ici. Okay? Si vous avez des questions, venez me voir. Ça va vous aider. Okay? Je vous laisse, vous avez 5 minutes pour vous organiser. Et puis, oui, préparez-vous.